Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Amanda Condanin, qui en fait est coach et médiatrice. Elle va se présenter dans un instant et on a voulu vous parler d'un sujet très très important qui nous tient à cœur toutes les deux. Ce sont notamment en cette période de Covid, de déconfinement, tout ça, reparler un peu du retour des enfants à l'école et des conditions des enfants. Bonjour à toi Amanda, ravie de te retrouver ici. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter, compléter en tout cas, peut te présenter un peu mieux que moi de la manière dont je l'ai fait. Je pense que voilà, ça apportera peut-être plus de choses. Et oui, bien sûr. Donc moi, je suis coach comportemental et relationnel et aussi praticienne en thérapie cognitivo-comportementale et médiatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les personnes dans toute l'interaction qu'elles ont avec leur environnement et entre elles aussi. Ça, par exemple, entre elles, on va plus le retrouver en médiation. En thérapie cognitivo-comportementale, ce sera plus les personnes elles-mêmes avec leur environnement. Ça peut être des peurs, ça peut être des peurs de l'autre. Et puis en coaching, ça va être du coaching de couple, ça va être du coaching parental, par exemple, et aussi en entreprise. Donc j'interviens aussi bien en entreprise qu'auprès des familles, auprès des personnes en individuel. Et, Voilà. et par rapport donc au sujet, on en avait déjà un petit peu parlé pendant le confinement justement. Toi, tu t'inquiétais sérieusement par rapport aussi aux enfants et la situation actuelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Alors, il faut savoir que les enfants, particulièrement, vont se développer au travers de l'interaction qu'ils ont à leur environnement, en passant par nous, adultes, aussi, par rapport à nous aussi, notre perception de l'environnement. Et ils vont extrêmement passer par les sens. Or, on voit bien que tout ce qui se passe autour du confinement et du déconfinement, puisque le déconfinement va nous permettre de rentrer en interaction avec notre environnement, de rentrer en interaction les uns avec les autres, mais avec tout ce qui va être appelé des gestes barrières. Donc, on voit bien la signification que ça donne. Et puis, tout ce qu'on n'aura plus le droit de faire. Donc, il faut voir que ça peut créer, selon les enfants, selon l'accompagnement qu'on va avoir, un frein par rapport à leur développement, on va dire, cognitif. Mais en sachant que le développement cognitif, c'est-à-dire intellectuel, tout ce qui va être lié à la pensée, va passer chez les enfants par le comportement. Voilà pourquoi moi, en tant que coach et en tant que praticienne, ce sujet pour moi il est sensible parce qu'en tant qu'adulte, que ce soit les parents, que ce soit les référents adultes, il faut vraiment faire attention. Le gros truc, c'est de ne pas culpabiliser l'enfant, de ne pas arriver à respecter ses gestes. Il faut le responsabiliser, mais surtout faire attention de ne pas le culpabiliser parce que ça va à l'encontre, on va dire, de son système de développement biologique. C'est important ce que tu dis en fait. Donc, dans un sens comme dans un autre, enfin, on va essayer de voir tout au long de l'interview peut-être comment aider les parents justement au mieux dans ce passage. Tu parlais de différence d'âge aussi. Il y a des enfants qui vont pas réagir de la même façon suivant l'âge. Je crois qu'il y a des âges clés aussi dans ce que tu peux nous en dire Alors, plus. voilà. Par exemple, si on prend les bébés, on va dire de 0 à 18 mois, hein, parce que souvent, jusqu'à 18 mois, les petits-enfants ne marchent pas. Eux, ils vont être dans un besoin de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement dépendants de l'adulte. C'est-à-dire un bébé, tu le laisses dans son lit, tu ne le nourris pas, il meurt, basiquement. C'est ça qui va se passer. Et à part pleurer, il n'a aucun autre moyen de communication. Donc, tout ce qui va permettre, en dehors de ses besoins physiologiques, de se sentir en sécurité et de s'épanouir aussi au niveau cognitif, ça va être la perception qu'il a de ses premiers référents, ça va être les parents, et puis ça va être à la crèche ou la nounou. Et ça va passer par le toucher et par le visage. Or, on voit bien que la problématique là, laquelle elle va être, ça va être que le visage va être caché par des masques et on va être limité dans le toucher. Il va falloir trouver des outils de façon à ce que l'enfant, il n'ait pas l'impression qu'il y ait un fossé, on va dire, de sécurité et de non-sécurité, c'est-à-dire avec papa, maman, la famille, je suis papouillé, je suis bisouillé et il n'y a pas de masque. Et puis, quand on me passe chez nounou, quand on me passe à la crèche, d'un coup, je suis bien moins câlinée, je suis bien moins bisouillée, voire pas.
Et il y a le masque qui va couper tout ce qui va être le visuel et les expressions de visage qui mettent l'enfant en sécurité. OK? Et, ouais. Oui, dis-moi. Alors, du coup, ça pose une problématique pour toutes les mamans qui vont laisser leurs enfants ou qui, voilà, le déconfinement a démarré. Du coup, enfin, comment, parce que déjà on culpabilise en tant que maman, et comment justement arriver au mieux à faire ce passage finalement sans qu'il y ait trop de Alors, dégâts. moi, j'ai déjà deux outils, par exemple, à proposer. Puis après, c'est vrai qu'il y a, selon chaque famille, il y a un contexte particulier. On peut aller plus loin voilà, selon les spécificités. Mais il y a déjà deux outils que je peux donner. Le premier, ça va être de proposer le masque, des jeux au travers du masque, comme le cachet coucou, par exemple, comme le fait que papa fait le clown avec le masque, que maman fait des bisous au travers du masque, pour montrer que ce masque, en fait, il faut pas le diaboliser, qu'il est à la maison, ça va faire partie de la normalité. Ça peut être les frères et sœurs aînés aussi qui jouent avec. Et ce qui fait que l'enfant, quand il va le retrouver dans un autre espace avec d'autres personnes, dans sa tête, en fait, le stimuli au travers du masque, il l'a déjà eu dans un milieu sécurisant. Donc, il va moins être interpellé. Après, évidemment, il y a toujours le tempérament des enfants, mais malgré tout, lui, dans son ressenti, il va déjà faire cling. Ça, je connais déjà, c'était dans les bras de maman, mais j'étais bien en sécurité dans les bras de maman. Donc, en gros, cette autre personne est là, mais je m'inquiète pas trop. La deuxième chose, je ne sais pas si tu connais Nadège le Mamanais. Alors, pas du tout. Ah non, Pas dis-nous, du c'est tout, quoi toi ça? qui es aussi chanteuse. Ma manette, alors pas du tout. Le Mamanais, alors ça c'est. Alors moi je ne savais pas que ça s'appelait le Mamanais, et puis au travers voilà, des formations, des études que j'ai faites, j'ai découvert, j'ai mis un mot sur cette expression. Spontanément, quand on parle à des bébés, on va monter le ton comme ça, on dit « Oh que tu es beau, oh là là, puis tu fais des hareux !» Et oui, c'est du Mamanais en fait. Ah, ok. C'est-à-dire que la voix devient chantante et on monte en expression. Tu vois, au travers du masque, on va accentuer, on va faire ce travail d'accentuation, et ça, c'est pareil pour les parents. Mais alors ça, je le propose d'autant plus aux personnes qui accompagnent dans les crèches, par exemple, ou à l'école, même à l'école maternelle. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mamané, tu vois bien que tout en dessous, tes yeux, tout bouge en fait. Et puis l'enfant, au travers du masque, il va entendre ces sonorités qui sont toujours joyeuses, qui sont toujours stimulantes. OK? Donc ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment très précieux. Et ça marche aussi très bien parce que les bébés, quand ils gazouillent au début, quand ils commencent à gazouiller, ou quand ils n'ont pas encore le vocabulaire, mais qu'ils veulent t'exprimer des choses, ils s'expriment au travers de ce qu'on appelle le mamané. OK? C'est des tiens, tes gazouilles, tout. Ce qui fait qu'en fait, l'idée, ce serait d'accentuer des signaux émotionnels qui, eux, vont leur faire du bien, mais qui, eux-mêmes, en fait, vont reproduire de façon naturelle. Et c'est ça on va répondre à ce fameux besoin de sécurité. C'est le plus important parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix au niveau comportement, ils ne sont pas interactifs de la même façon avec leur environnement, les bébés. Et puis au niveau cognitif, ils ne peuvent pas comprendre la situation. Mais c'est Voilà. vraiment très important ce que tu dis et je note justement, j'espère en tout cas qu'il faudrait que les assistantes maternelles ou voilà, toutes les personnes qui sont dans les crèches aient aussi cette appréhension finalement des choses. Je ne sais pas si c'est voilà, si c'est prévu en tout cas dans le protocole. Voilà, c'est des idées en fait qu'on donne, mais elles les ont déjà, tu Ouais. sais. Moi, j'avais fait une animation avec la CAF auprès justement de toutes les assistantes maternelles. Et c'est en échangeant avec elles, c'est un métier de cœur, hein, s'occuper des enfants. On sait que les enfants, ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut quand même être câblé pour ça, pour le faire. Et spontanément, elles le font. Là, c'est peut-être juste une accentuation, on va dire, puisque ce masque va priver de certains signaux vis-à-vis des enfants. Et attention, le mamanet, ce n'est absolument pas bêtifiant. Il ne faut Ah pas oui. avoir l'impression qu'on devient complètement gaga. C'est dans la polarité plus. On voit bien certaines personnes, et puis ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a un moment, il faut s'arrêter.
OK? Mais par contre, là, c'est vraiment un outil qui va être très important. Ok, et merci beaucoup en tout cas pour ça. Et par rapport à quelqu'un qui aurait un enfant plus âgé, on parlait des âges clés, tu as d'autres, j'imagine que voilà, là on Alors, a déjà après, eu des bébés. justement, il va être dans la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir son environnement en faisant des expériences. 18 mois, 3 ans, il va grimper sur les chaises, il va attraper des choses et tout ça. Ce qui fait que lui, ce qui va lui faire du bien, ça va être le toucher, ça va être le contact avec les autres. D'accord? Petit à petit, l'enfant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va se rendre compte que en faisant des choses avec papa, maman, je prends un exemple, les escaliers. Il va petit à petit apprendre à descendre les escaliers. Mais il va très bien se rendre compte que tout seul, il ne va pas descendre les escaliers de face. À 2 ans, il va se tourner et il va descendre les escaliers à quatre pattes. D'accord? Parce qu'il va allier une capacité physique, on va dire, à, à un sentiment de sécurité. D'accord? Donc, tu vois bien qu'il y a un déployé entre le premier sentiment de sécurité du bébé qui va être un prolongement de… En fait, en sécurité, je sens qu'il y a quelque chose qui est nourrissant pour moi. Donc, dans ma vie de petit enfant, je vais continuer à le déployer, ça. OK? Quand je suis avec papa, maman, à 3 ans, je peux commencer à descendre les escaliers. On me donne la main d'un côté, je touche le mur de l'autre. Tu sais, comme ils font les petits, tu as vu avec ta petite. OK? Mais on sent bien que tout seul, wow, cet escalier, il est immense. Ça fait peur. OK? Sauf que là, il y a toujours une relation de cause à effet par rapport à la sensation. C'est-à-dire que l'enfant debout face à l'escalier, il va bien sentir que wow, c'est dangereux. Il va le sentir dans son corps. C'est pour ça qu'il va se tourner, qu'il va descendre à quatre pattes. Okay? La difficulté, on va dire, par rapport à faire attention à l'autre, à ne pas toucher les autres, parce qu'il faut limiter les contacts, c'est que ce n'est pas l'autre qui est dangereux. Il n'y aura pas ce sentiment. Par contre, on va lui dire pareil. C'est-à-dire, ta fille va s'approcher des escaliers, tu vas lui dire, attention, il y a les escaliers. Ah oui, pof, elle percute, j'ai eu cette sensation. Une fois, c'est, je me mets à quatre pattes et je descends. OK? Tandis que là, bah non, en fait, il n'y a pas de sensation de danger, parce que d'habitude, on s'attrape, on se pousse, on se tire la veste et tout ça. Ce qu'il va falloir faire, et ça c'est important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas cette réflexion cognitive. C'est-à-dire, c'est difficile de s'adapter, on va dire, de faire le lien entre il n'a pas le ressenti du corps, donc ça va être difficile pour lui d'appliquer. Okay? Donc la première chose surtout, c'est de ne pas gronder. Ouais, c'est très Par contre, important. ça va être toujours de rappeler. Tu vois la différence entre ben Théo, non, il ne faut pas faire ça. C'est Théo, attention, quand tu fais ça, rappelle-toi que pour l'instant, il ne faut pas toucher Elliot. En ce moment, on n'a pas le droit de toucher Elliot. Et après, remettre dans un contexte. Parce qu'en fait, le gronder, ça va à l'encontre de ce qu'il sent dans son corps. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'aligner par rapport à son développement. Tu saisis? Ouais, carrément. Je pense que, j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi, je pense qu'ils ont compris. C'est faire bien cette différence entre expliquer finalement, à nouveau réexpliquer et ne pas gronder, effectivement, comme tu disais. Voilà, c'est-à-dire que tu peux interpeller, mais gronder par rapport à un réflexe qui est un réflexe de développement au niveau de l'enfant, Naturel. Ouais. c'est sûr que ça va demander beaucoup de vigilance. Mais en fait, l'enfant, si tu le grondes, il risque de l'associer à l'autre, tu vois, et pas à la situation. Parce que dans son corps, l'autre, il n'est pas dangereux. Donc, il ne va pas faire le lien comme par rapport aux escaliers. Et je me souviens qu'on avait eu une conversation toutes les deux. Tu me disais qu'en plus, il suffisait de peu de choses à cet âge-là pour les marquer profondément. C'est-à-dire que suffit qu'on répète 3 fois ça, qu'on fasse 3 fois la même chose. Voilà, en fait, ça, c'est tout un tas d'études qui a été fait, dont Beck et tout ça. En fait, tu programmes, c'est aussi un peu les réflexes de Pavlov, hein, typiquement. Si 3 fois dans la rue, tu croises un chien avec ton enfant 3 jours de suite, ok, et qu'à chaque fois,
qu'on s'approche du chien, tu dis « Oulala, attention, faut pas t'approcher, oulala, attention ». Et au bout du 4e jour, elle va avoir peur. Okay. Donc ça, c'est des études qui ont été faites et on le voit très bien nous-mêmes en tant que parents. Il y a beaucoup de chances, par exemple, si tu as peur des araignées, que ton enfant, si à chaque fois que tu vois une araignée, tu as 9 chances sur 10 que ton enfant ait peur de l'araignée, s'il n'y a personne qui compense. Oui. Évidemment, s'il y a un autre adulte qui dit « Mais non, regarde, ta maman a peur de l'araignée, mais moi, je la prends avec une feuille, je la pose à l'extérieur. » L'enfant, il aura les 2 signaux. La problématique, là, actuellement, c'est que tout le monde va être sur les mêmes signaux. C'est pour ça que c'est très important, au sein du foyer, de ramener le sens, en fait, de la situation. C'est-à-dire que, normalement, on se touche, on fait des câlins, on fait des bisous. Là, il y a toujours un contexte, toujours remettre dans le contexte. C'est ça qui va être important, tu vois, pour pas que l'enfant, après, il généralise. Parce que y a là même des psychologues ou des pédopsychiatres qui expriment le fait qu'il ne faudrait pas que les enfants fassent des phobies sociales ou tout ce qui va être lié à la propreté. Parce que si c'est trop généralisé et jamais, on ne se détend jamais au sein du foyer, qu'on ne remet pas dans un contexte, l'enfant, au bout d'un moment, il ne va pas faire la part des choses. Voilà. Donc, quand tu dis contexte, c'est toujours dire en ce moment, actuellement, à cet endroit-là, ici à l'école. Voilà. Voilà. Toujours, à chaque fois, donner le lieu, le temps. Voilà, il faut remettre dans des circonstances, reparler même du virus et dire qu'il est invisible, en fait. Alors, la problématique, de nouveau, c'est qu'on a toujours peur de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est pareil. Il faut à la fois dire que ce n'est pas l'autre qui est dangereux, c'est potentiellement si l'autre a un virus sur lui. Mais il faut faire attention à la façon dont on l'exprime parce qu'il ne faut pas que l'enfant se dise « Oulala, ça y est, il va y avoir des virus partout. » Okay. Et c'est là justement qu'on pourrait rentrer dans une phobie sociale ou dans une peur de la maladie qui serait exagérée. Ouais. Donc, il faut peut-être, selon aussi l'âge des enfants, un petit peu plus tard, par exemple vers 3-5 ans, quand les enfants commencent à être scolarisés, montrer sur un calendrier, par exemple, montrer des photos où avant on pouvait faire des choses. Que là, pour toujours remettre dans un contexte, parce que l'enfant, il n'a pas la notion ni de la durée, ni de la temporalité. Okay. Par contre, si tu lui montres des photos où il est sur la plage et qui joue au sable avec d'autres copains, bon ben voilà, la réalité de la vie, en fait, elle est là. Elle est dans cet échange continuel qu'on a les uns avec les autres. C'est ça la réalité de la vie. Là, c'est un petit espace-temps juste où il faut qu'on fasse attention. Donc, beaucoup passer par le visuel parce que si on lui explique que, on va dire, il ne peut pas comprendre. Il ne va pas faire les liens. Et comme tu disais, donc ça, c'est nous en tant que parents, c'est aussi notre responsabilité. Mais effectivement, j'attire l'attention sur si on a des maîtresses qui nous écoutent aussi ou des maîtres d'école. C'est vrai qu'à eux aussi, effectivement, de transmettre ce message, justement pour ne pas, effectivement, transmettre un stress aussi aux enfants, comme tu disais, quoi. Moi, voilà. Je vois certaines choses dans les écoles. Il y a des trucs. J'ai des amis qui travaillent en école maternelle. Elles me disaient que des fois, les enfants n'étaient pas forcément avec leur maîtresse, qu'il y avait même une maîtresse qui se baladait avec un maître pour mesurer les distances entre les enfants, quoi. Donc, et là, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, à partir de 3-4 ans, l'enfant, comme il commence à être en lien avec les autres, qui commence à être scolarisé, il va à la fois à cet âge-là développer sa propre personnalité, mais il va commencer justement à travailler le groupe, on va dire, et à se responsabiliser au sein du groupe. Tu vois ? Donc, il faut bien voir que là, il ne faut pas être malade pour soi, certes, et il ne faut pas être malade pour les autres. Mais attention, parce que l'enfant, il ne faut pas non plus qu'il se culpabilise parce que sa responsabilité vis-à-vis des autres sera trop importante. Tu vois, parce que c'est pareil, dans son développement, l'enfant, il va découvrir qui il est
à partir du moment où il va se faire des copains avec les autres, où il va jouer plus à s'attraper avec certains copains ou copines, à jouer dans les cabanes avec d'autres enfants. Comme tout ça sera interdit, si jamais, par exemple, il rentre en interaction quand même avec un autre enfant, il risque de se culpabiliser pour lui, mais pour l'autre aussi. Parce que à cet âge-là, 3-5 ans, on voit bien que les enfants, à partir du moment où on voit, par exemple, tu sais, les jardins, par exemple, les jardins où il y a des bacs à sable et tout ça, il n'y a pas de filtre, en fait. Il se passe les choses. Donc, il va falloir faire attention par rapport à ça. Toujours pareil, limiter le fait de gronder, toujours remettre dans le contexte sans faire culpabiliser l'enfant. Ça, c'est le plus important. Et ne pas projeter une peur par rapport à l'autre. Eh ben, tu risques de te rendre compte si tu le rends malade, Elliot, je t'avais dit qu'il ne fallait pas t'en approcher. Ça va être toxique. Ouais, toxique, comme tu dis, très lourd à porter pour l'enfant et il y a vraiment un soin à apporter, les préserver vraiment quoi, de ça. Voilà. Et c'est pour ça que ce qui va être intéressant, justement, donc toujours remettre dans le contexte et passer par le jeu, passer par l'action. Et justement, par exemple, je sais que mon petit-fils, ils ont fait un trajet à l'école, il a fait un jour d'école, là, il a 4 ans, et ils sont passés par un parcours, en fait, comme si c'était un jeu. Et le challenge, c'était de respecter les distances, si tu veux. Et après, au lieu de dire, il faut faire attention parce que si tu respectes pas les distances, t'es grondé, c'est ouais, c'est super, vous avez tous, t'as bien respecté, t'as bien fait ton parcours, c'est bien, et on passe par la valorisation. Oui, faire Tu preuve vois de la différence? créativité et valoriser, bien sûr. Ouais. Voilà. Et la compétence, parce que l'enfant, malgré tout, même s'il ne faut pas accentuer le besoin de compétences, le besoin de, comment on appelle ça, tu sais, de compétition, l'enfant, justement, c'est l'âge aussi en trouvant sa place dans le groupe où il va valoriser, on va dire, certains aspects de sa personnalité. Donc, si lui on lui dit, bah dis donc, oh là là, c'est bien Elliot, tu as bien respecté, toi, tu as bien couru, tu es allé vite, mais tu es bien resté loin de Léna et loin de... Bravo, là, en fait, ça va être polarisé en positif. C'est ça qui va être important. Et il y a des maîtresses qui le font très bien. Mhm. Ça, Qui c'est le font. chouette. Ouais. Super. Voilà pour Et- les plus petits. D'accord. Et du coup, pour les plus grands, tu préconises quelque chose en particulier? Tu as des... Parce que j'imagine, chaque Alors, stade a a ses problématiques, chaque âge. alors, les plus grands, justement, ça va aller à peu près de 5 à 13 ans. Pourquoi? Parce que eux, ils seront en capacité de gérer les abstractions, c'est-à-dire justement faire la différence entre euh, le support du virus et le virus. Tu vois? Ils vont comprendre qu'il faut faire attention à l'autre. C'est pas l'autre qui est dangereux, mais c'est parce que potentiellement il peut y avoir ce virus dont l'autre n'est même pas conscient d'avoir. C'est ça, gérer les abstractions. Mhm. Okay. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ils sont déjà aussi plus dans la psychomotricité, plus dans la psychomotricité fine. Ok? Donc, tout le travail d'échange, on va pouvoir plus aussi passer par le dialogue, ce qui fait que le lien qu'ils vont avoir avec leur environnement sera moins pulsionnel, on va dire, au niveau du toucher. Donc ça va être plus simple. Ensuite, ils vont être en capacité de jouer les uns avec les autres, justement parce que ce travail de 3 à 5 ans a été fait de place dans le groupe, et de plus facilement, malgré le virus et tout ça, de trouver leur place. OK? Après, la difficulté, toujours, ça va être la responsabilité vis-à-vis des autres. Ça, c'est toujours ce problème de culpabilité et de ne pas demander aux enfants plus que ce qu'ils peuvent, on va dire, absorber au niveau émotionnel. Parce que l'enfant, par définition, il se déploie au travers de l'interaction qu'il a avec les autres. Mhm. Alors, en solution, euh,
il y a toujours le fait de bien différencier, parce que tu te doutes bien qu'entre 5 ans et 13 ans, la compréhension ne va pas être la même. Donc, de bien réexpliquer la différence entre le virus et le support du virus. OK ? Ça va être aussi, ils vont être en âge de voir qu'est-ce que ça t'apprend à faire, de te protéger du virus. Donc, me laver les mains d'une certaine façon, ça peut être, j'ai appris à mettre un masque, tu vois, selon l'âge des enfants. Toujours essayer de polariser en positif. Qu'est-ce que cette situation, en fait, t'a appris et qu'est-ce que tu peux proposer aux autres? Parce que malgré tout, ces enfants-là, ça va leur amener une certaine rigueur. C'est ça qu'il faut voir en positif. Ça va leur amener un respect aussi de leur environnement, une attention à l'autre que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas développé dans les mêmes circonstances. Okay? Et ça, l'enfant, à cet âge-là, du fait de son expérience à l'école, tu peux lui proposer de le ramener à la maison. C'est-à-dire, tiens, montre-moi comment on fait ci et ça. Explique-moi de façon à ce que lui, puisque c'est lui qui vit cette expérience qui est complètement folle, il soit valorisé dans sa posture. Moi, je vais à l'école dans ces conditions-là et j'arrive à faire ça. Voilà ce qui peut être fait avec, on va dire, avec les plus grands et valoriser aussi les efforts qui leur sont demandés. Parce qu'on leur demande un effort d'attention, on leur demande un effort au niveau physique, parce qu'ils sont contraints au niveau de leur déplacement, on leur demande un effort au niveau émotionnel, parce qu'ils sont contraints aussi au niveau de la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Donc, toujours valoriser, peut-être des fois, même en comparant, moi, je ne sais pas si à ton âge, j'aurais été capable de faire ça. Wow, bravo. Parce que ce qu'ils vivent, c'est complètement irréel dans le sens où nous, ça n'a jamais fait partie de notre réalité à leur âge. Tout à fait. Ouais. Il y a tout un contexte effectivement à réinventer et à proposer. Voilà. Et pour que ce soit des adultes qui sont fiers en fait de ce qu'ils ont expérimenté, il faut le valoriser. Il ne faut pas être toujours dans ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous êtes privé de ça. Ça va être toujours valoriser les compétences qu'ils ont déployées, les efforts que ça leur a demandé, parce qu'on pourra le reproduire plus tard. Mais tu te rappelles, pendant le coronavirus, tu avais bien réussi à faire ça, ça, ça. Et bien peut-être que là, une autre expérience de leur vie, à côté c'est de la rigolade, parce que ça va durer que 15 jours. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être accompagner une personne du foyer qui est en difficulté, tu vois, et qui deviennent ressources, en fait. Ça va être cette idée-là. Ouais, c'est chouette. Ouais, merci pour ce partage, Amanda. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ça, un message à donner peut-être aux parents, Alors, quelque il y, chose? a juste après 13 ans, la difficulté, Ah ça oui, va être, et oui, parce que ça c'est quand même important. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toutes les pulsions sexuelles. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes à 13, à 16, à 18 et plus tard. Et donc là, c'est pareil, il faut voir que les jeunes, il y a la puberté et que ça va être beaucoup plus difficile de contraindre tous ces jeunes à rester dans une limite de toucher. Et on sait que le virus se transmet au travers des fluides, basiquement. Okay? Donc, il faut amener de la rigueur, mais il faut aussi voir que c'est la puberté, c'est le jeune adulte, ça pousse en eux. Et je sais qu'il y a des personnes qui travaillent aux urgences, une personne de ma famille, qui disait que justement, ils appréhendaient après le 11, tout ce moment où tous les jeunes vont se retrouver, faire la fête, se bisouiller, tout ça, parce que en fait, c'est plus fort qu'eux. D'accord? Donc, voilà, il faut les accompagner là-dessus et peut-être oser enfin, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, parler de sexualité, parler de pulsion avec nos pré-ados, ados et jeunes adultes de façon saine et qui soit claire pour que, voilà, justement, ça n'amène pas d'autres complications. ouais, je trouve que c'est très intéressant comme sujet. Je laisserai effectivement les auditeurs laisser un petit message sous la vidéo justement pour
pour donner leur avis là, par rapport à ça, si effectivement c'est un sujet qui peut C'est être mieux, utile. parce qu'on est tellement coincé dans notre société par rapport à ça, on ne Ouais. sait plus comment l'aborder. Et là, typiquement, le virus aussi révèle ça par rapport à tout ce qui est la transmission, par rapport au fluide, et basiquement, la sexualité est complètement là-dedans. OK? Ouais. Et alors, par rapport à ta dernière question, moi, il y a 3 choses que je voudrais dire. C'est donc, enfin, même 4. Ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser les enfants. Ils font ce qu'ils peuvent. Vous avez bien compris par rapport à leur âge et par rapport à la compréhension qu'ils peuvent avoir. Donc, par rapport à leur âge, ne leur demandez pas plus que ce qu'ils peuvent euh, euh, mettre en place. Par contre, remettez dans un contexte, prenez des exemples, prenez des images, voilà, de façon à les responsabiliser, mais ne pas les culpabiliser. La deuxième chose, c'est protéger-les des informations. Parce que c'est très, très, très anxiogène, quel que soit l'âge. Et le petit de 2-3 ans qui joue sur son tapis avec la télé allumée, c'est très anxiogène aussi pour lui de voir, selon son âge, des pompiers qui passent, voilà. Et puis les jeunes, les plus grands, c'est pareil, ça leur donne une mine d'informations ça leur fait une énorme charge mentale et on n'a pas la main sur tout ça. Donc c'est pas déjà nous en tant qu'adultes c'est compliqué. Alors vous imaginez bien des enfants ou des préados qui ont toute la vie devant eux avec tout ce flou qui va être, qui est quand même très anxiogène. La troisième chose, donc toujours remettre dans un contexte, donc bon, ça je l'ai déjà dit. Et puis différencier, ça c'est très important, surtout pour toi qui as une petite fille aussi, le droit et le besoin. Je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai discuté avec mon petit-fils qui a 4 ans justement. Et quand il a mis son masque, il m'a montré, il m'a dit maintenant, Doudi, j'ai le droit de tousser. Et je lui ai dit, Jasmin, tousser, parce qu'il avait mis son masque en fait. Je lui ai dit, Jasmin, tousser, c'est un besoin. On tousse quand on a besoin de tousser. Tu as toujours le droit de tousser, en fait, pas que quand tu as ton masque. Sauf que là, en ce moment, on fait attention à soi et aux autres. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est que le toucher, c'est un besoin en tant qu'être humain. L'échange, c'est un besoin. Et tousser, c'est comme éternuer, c'est comme faire pipi. C'est un besoin. Et il faut faire très attention, là je parle aussi aux équipes éducatives, de ne pas confondre le droit et le besoin. Que les enfants, plus tard, ce ne soient pas des enfants qui soient complètement annihilés dans le fait de ressentir des besoins qui vont être comme demander à faire pipi quand ils sont à l'école, par exemple, et qui ne sachent plus si ça devient un droit, justement. Tu vois? Parce que là, ça toucherait à leur L'atteinte. intégrité, on va dire, Ouais. physique. Voilà. Et donc, si c'est physique, on a bien compris que ça devient émotionnel. Ouais. Et si c'est physique et émotionnel, ça devient comportemental. Et si ça devient comportemental, ça devient dans la relation qu'on a à notre environnement. Donc ça, c'est un point très, très, très important pour moi. Voilà tout ce que voilà, je peux dire dans la globalité. Bah, un grand merci, franchement, Amanda, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour la valeur que tu as apportée vraiment dans cette interview. J'espère que ça servira à plein de papas, plein de mamans. De m'avoir proposé cette interview, de la partager sur ta chaîne aussi. Oui, bah, j'invite également les gens à venir regarder ta chaîne ainsi que ton site internet que je mettrai sous cette vidéo. Voilà, comme ça, si les gens aussi veulent te contacter, ils pourront. Oui, voilà, selon des besoins spécifiques, des conditions spécifiques au niveau du foyer, au niveau de la logistique de vie, parce que je sais aussi que, par exemple, pour les parents séparés, c'est très compliqué parce que des fois, il y a un papa ou une maman qui voudrait faire d'une certaine façon, un autre papa, une autre maman, enfin séparé qui veut faire d'une autre façon. Et voilà, il y a un accompagnement de l'enfant à faire parce qu'il peut avoir des signaux contradictoires. Et Ouais. remettre l'enfant au centre de sa propre vie. Ça, c'est très important.
Super. Bah, en tout cas, je mettrai toutes ces infos-là. Je sais que tu consultes aussi à distance, hein. Oui, voilà, Voilà, Zoom, il y a plein de choses à faire. téléphone, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous s'il y a besoin. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Amanda. Je te dis à très, très bientôt. On verra effectivement pour faire, pourquoi pas, une deuxième interview, comme tu disais, sur les adolescents. Et puis, ben, d'ici là, je te souhaite une bonne continuation aussi. À très bientôt. Merci beaucoup, Nadège. Passe une belle journée. Merci. À Au bientôt. revoir. Toi aussi. Au revoir.